Salut et bienvenue dans votre émission À bout de souffle. Pourquoi À bout de souffle? Tout simplement parce que déjà nous serons deux derrière les micros, vous avez l'habitude. Ensuite, parce qu'à la fin de l'émission, nous espérons bien que vous serez à court de souffle par tout ce que vous aurez entendu et appris. Et surtout parce que cette émission est un partenariat entre deux entités, monparisfm.com et isnews.fr, deux entités promouvant la mixité sociale, les parcours atypiques et la réussite par le travail. Au cours de chacun de nos épisodes, vous aurez l'occasion d'écouter un acteur ou une actrice plus ou moins connue revenir sur son parcours, ses rencontres, ses réussites, mais surtout ses échecs, des parcours qui, on l'espère, en inspirera plus d'un d'entre vous. Pour cet épisode avec moi, il a commencé derrière un volant, maîtrise des virages, il a fini sur le devant de la scène, accent chantant dans ses vidéos, coup de rein vibrant quand il faut danser avec Sagalov ou Moucho Tambola, aussi bon dans le rôle de la daronne en boubou rose que celui d'un jeune de la cité des Picasso quand il preste dans Neuilly sa mère, le sourire le plus légendaire de la scène française, Bayou Sarr est mon invité. Comment ça va Bayou? Quelle intro. On les travaille toujours. C'est ma surprise pour l'invité. Incroyable. Ça va, tu vas bien? Bah ouais, très bien. Et ça toi? se passe en ce moment? Ça va. Ouais, très bien. Bientôt le ramadan, ça va, t'es prêt? Ouais, écoute, on se prépare chacun de notre côté comme on peut, mais ouais, on est prêt toujours. Pour mes invités, j'ai l'habitude de faire une fiche d'identité. Ouais. Toi, ta fiche d'identité, c'est la numéro 141 069 07. Est-ce que t'es prêt à y répondre? Vas-y. Nom, prénom ou pseudo? Alors, nom, Sarr. Prénom, vrai prénom, Ibrahima. Pseudo, Bayou. C'était quoi là? Après, date de naissance. Date de naissance, 15 août 1988. Je suis né à Montreuil. Lieu de naissance, Montreuil. Profession? Comédien, acteur, humoriste, saltimbanque. Passion, hobby? Passion, plusieurs, mais bon, en particulier le cinéma. Le cinéma, tout ce qui est touche à l'artistique, plus ou moins. Donc, et après, voilà, bon, j'ai une petite passion en cachette. Bon, ça, je le dis pas, mais j'aime bien chanter à mes heures perdues, dans mon coin, tranquillou. Talent caché, le chant alors? Bah, on va dire ça, ouais, talent caché, ouais, on va dire le chant, ouais. Le chant. Lieu de résidence? Montreuil, toujours, Chauvin. Réseaux sociaux? Réseaux sociaux, bah, tous mes réseaux, Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, c'est Bayou Sarr. Et accent que tu maîtrises le mieux? Il y en a plein, hein. Mais bon, on va dire, c'est l'accent maternel, on va dire, vu que je suis sénégalais, c'est l'accent wolof. C'est celui que tu gères le mieux? On va dire que c'est celui que je gère le mieux, ouais. Tu le disais, t'es né à Montreuil. Ouais. Comment elle se passe l'enfance de Bayou? Ben, l'enfance de Bayou, elle se passe très bien. Elle se passe à Montreuil. Grandi dans une fratrie on est 5. Ça se passe plutôt très bien, comme la plupart de l'enfance, on va dire. Mais non, ça se passe plutôt bien. On n'est pas à plaindre. On vivait dans un endroit, enfin dans un quartier. C'est pas non plus Los Angeles, mais voilà, moi j'ai que des bons souvenirs de mon enfance. Il y a des gens avec qui je suis encore en contact aujourd'hui et je les vois très souvent. Donc non, je suis pas à plaindre. Très belle enfance, on va dire, de manière générale. Et dans la hiérarchie de tes frères et sœurs, t'es le combien? Je suis le dernier. Ah, le petit bébé de la maman. Bon, après, il y a des neveux derrière, mais je suis le dernier, ouais. Et comment elle se passe ta relation avec les aînés? Alors, elle se passe très bien. Elle se passait très bien. Entre moi et le premier, il y a 10 ans d'écart. Ensuite, 8 ans, 7 ans et 5 ans. Donc, on est tous nés dans les années 80 par le premier qui est né en 78. Mais non, c'est très famille, tout va très bien. Donc, de toute façon, nos parents nous ont éduqués comme ça, dans la fratrie, de toujours s'entraider, de toujours être là les uns pour les autres. Et au final, ça se passait très bien et ça se passe toujours très bien. Et c'est quoi l'élément le plus marquant de ton enfance? Est-ce qu'il y a un élément qui t'a marqué plus que les autres de par l'éducation que tes parents t'ont donnée ou de par la relation que tu as eue avec tes frères et sœurs? Un événement marquant, il n'y en a pas vraiment eu un en particulier. Mais après, pour revenir aux parents, comme je disais, dans l'éducation, nous, enfin Sénégal en général, on est un peu dans la pudeur. C'est-à-dire que pas trop faire de vagues, pas trop se faire remarquer. Faut aussi faire en sorte de montrer l'exemple aussi. Donc moi, j'habitais dans un quartier où on nous prenait beaucoup pour exemple. Parce qu'on était l'une des seules familles à ne pas faire de vagues, justement.
Donc je me rappelle, nous, quand on était petits, bah, mon père, il disait, bah, la police, c'est pas ici, déjà de un. Et de deux, genre, en gros, je préfère faire pleurer mes enfants que mes enfants me fassent pleurer. Ok. Donc ça, c'est une phrase qui m'a Ouais, marqué, qui m'a beaucoup marqué. Et bah, forcément, bah, avant de faire une connerie ou autre, tu réfléchis à 2, 3, 10 fois même. Donc t'as cette phrase qui résonne encore aujourd'hui dans ma tête. Donc ouais, pas de vagues. On essaye de pas faire de vagues. Et à l'école, t'étais quel genre d'élève? Pareil, pas de vague. Bon, à l'école, c'est Ça fait notre toujours salade. rire cette question quand Non, je non, la mais pose. non, à l'école, non, j'étais pas un mauvais élève, mais j'étais très dissipé, très dissipé, très influençable. C'est-à-dire que je pouvais enfin, suivre les cours normalement, et à un moment donné, il y a quelqu'un qui fait une connerie, je vais le suivre. Et au bout d'un moment, je voyais que je commençais à faire rire certaines personnes, et c'était devenu mon fonds de commerce. C'est-à-dire que j'en foutais plus une, je foutais rien, je faisais que faire rire les gens, et je me rappelle, j'ai un pote avec qui on dessine, enfin deux potes, c'est Bengali et Joyce, on se dessinait des dessins de Dragon Ball Z en Pendant les plein cours. cours. Voilà, alors que des fois, même en plein contrôle, en plein truc, mais non, même l'enfance, que ce soit maternelle, collège, primaire, lycée, j'ai toujours eu un bon souvenir de ça. Et bon, après, dans ma scolarité en général, j'ai pas été non plus un Tu, exemple. tu dirais que t'étais un élève moyen? Moyen plus ou moyen moins? Ouais, plus moyen moins. Plus moyen Moyen moins que moins. moyen plus. Mais est-ce que ça allait jusqu'à l'exclusion de l'école ou c'était vraiment. Tu vois, Alors, il y a les genres d'élèves relous, mais pas relous jusqu'à que tu le verras. Juste, il y a relou. non, j'étais pas relou dans le sens je suis relou. J'étais plus lourd que relou. Ouais, Genre, il est embêtant. ouais, embêtant. Voilà, Ouais, très chiant. J'étais plus chiant que relou. Mais oui, alors j'ai déjà eu une exclusion, mais c'est pas de ma faute. c'est jamais de notre En faute. fait, quand on est jeune, on a toujours des jeux bêtes, cons, où genre ça s'amusait à baisser le pantalon de l'autre. Mm. Et il s'avère que je suis arrivé devant le bureau de ma prof de français, c'est au collège. Et un de mes potes, donc je vais pour pas dire son nom, c'est Aruna. Donc il m'a baissé mon pantalon et je me suis retrouvé en caleçon en fait devant la prof. Oh. Donc là, elle s'est mise à me vanner, tout le monde m'a vanné, etc. Et 3 jours après, bah, la principale, elle appelle chez moi pour dire que bah, rendez-vous avec mon père, etc. Et là, commission de discipline, viré. Je suis parti dans un autre collège, des gens que je connaissais pas. Et c'est la première fois de ma vie que je me faisais virer en fait. Et comment tu l'as vécu cet événement? Comment ça se passe après Bah, au début, je l'ai mal vécu parce que j'étais toujours dans le même collège, c'était le collège Jean Moulin à Montreuil. Et du coup, bah forcément, quand t'as l'habitude d'être à un endroit et qu'on t'enlève de cet endroit où t'as tous tes repères, t'as tes potes, etc., et on te met dans un endroit où tu connais personne, mais vraiment personne, bah là, ça fait bizarre. Donc après, bah faut s'adapter. Et... Bon, après, c'était en troisième, donc je suis pas resté très longtemps dans ce Mm. collège. Et tes parents, comment ils l'ont vécu? Est-ce que, comme tu le disais, hein, ton père, il voulait pas de vagues à la maison. Ouais. Est-ce que c'est un événement qui l'a rendu triste ou comment ça s'est passé en tout cas? Enfin, j'ai pas vu de la tristesse en soi sur son visage. Bon, forcément, il a été déçu parce que je suis le seul mec de toute la famille à avoir été viré, tu sais, on te voit un peu comme la tâche un peu, tu vois. Mm. Donc, j'étais plus déçu de les avoir déçus que je pense qu'ils étaient déçus. Et pendant un moment, enfin, je me rappelle, il m'a pas trop adressé la parole, donc à ce moment-là, j'aurais préféré C'est le qu'il me pire, ça, cogne, quoi. qu'il fasse un truc, que le silence, parce que le silence, Ouais. c'est pire que tout. Quelqu'un qui t'ignore, c'est grave en fait. Donc non, après c'est les aléas de la vie. Hein. On est jeune, quand on est jeune, on fait tous des conneries. Et en plus, c'était pas de ma faute pour le coup. Pour le coup, ouais, Donc voilà. vu comment tu racontes, Ouais. ça ressemble à une injustice. Et tu le disais, tu as été viré en troisième, tu retrouves un collège. On sait qu'en troisième, il y a le choix de la filière d'après. Est-ce que toi, tu choisis ta filière ou est-ce qu'on te l'impose et tu choisis quoi, si c'est un choix? Non, en troisième, je savais pas trop ce que je voulais faire. Ensuite, bah, il y a un mec de mon quartier qui faisait un BEP conduite et service dans le transport routier. Ok. Il me dit, ouais, c'est un lycée où on passe les permis gratuits, etc. Je dis, mais ça existe où ça? Il me dit, ouais, c'est à Neuilly-sur-Marne, etc. Vas-y, essaye de postuler, essaye de voir. Donc je dis, bah écoute, on va voir. Et forcément, bah, t'as les vœux en troisième Mhm. de ce que tu veux faire. Donc moi, je mets ça en premier et le reste, je sais plus ce que je mets.
Et je me retrouve l'année d'après où je rentre au lycée, où il n'y a plus de place dans cette session. Il n'y a vraiment plus Ok. du tout de place. Et je me retrouve à faire de la carrosserie. Ah ouais, c'est pas Et du je me tout le dis, mais même. non, mais c'est pas ce que je voulais faire en fait. Si j'avais eu le choix, j'aurais pas choisi ça Mhm. du tout. J'aurais été dans une autre filière ou un truc, ou même en général, j'en sais rien. Et au bout de peut-être 2 3 semaines à la rentrée, il y a la CPE qui rentre et qui dit qui est là et ne voulait pas atterrir ici. Donc je lève la main, elle me dit tu voulais faire quoi? Je dis bah je voulais faire le truc de routier. Et elle me dit ok bah on va voir. Et un beau jour elle arrive, elle dit qu'il y a eu un désistement. Il reste une place. Et comme j'étais le seul de la classe à avoir demandé ça, ils m'ont dit bah tu peux aller directement là-bas. Donc j'ai atterri encore une fois dans une nouvelle classe où Ouais, je ça. connaissais personne alors que eux ça faisait déjà un Ouais, ils bon avaient mois qu'ils se commencé ensemble. connaissaient. Et j'ai atterri comme ça et voilà. Et Et c'est comment comme ça ça se que passe ces années? bah C'est 2 ans le c'était BEP? 2 ans ouais. En fait c'était un BEP pour devenir routier. Et évidemment, on avait les permis gratuits, donc permis voiture, poids lourd, super lourd. Et donc voilà, je fais 2 ans comme ça. Il y a la première année où tu passes le permis B, donc tu fais un peu, tu fais tout ce qui est général, etc. Mhm. Et après, tu vas conduire dehors, etc. Et en fait, c'est vraiment comme une auto-école en fait. Et on t'apprend tout ce qui est pratique et tout ce qui est technique. Donc la première année, c'était permis B. Et moi, j'étais tellement en avance que j'ai eu le permis B. Ils m'ont fait passer le permis poids lourd La avant. Ça veut première dire que année? dans la deuxième année, j'avais toute l'année pour faire ce que je voulais. Mais par contre, il fallait avoir le BEP pour pouvoir valider le tout. Et donc voilà, donc j'ai fait ma deuxième année comme ça. On avait fait un jour, on était parti en voyage dans toute la France avec tous les véhicules. Je pense que c'était pas mal. On était parti une semaine et T'en gardes des bons souvenirs? toujours des bons souvenirs. Ouais. De manière générale, j'ai des bons souvenirs dans ma vie, moi. De ta vie de En manière général, générale. ouais, j'ai des bons souvenirs. Ouais. Ouais. Et après le BEP, tu rentres directement dans le milieu du travail? Après le BEP, ouais, je rentre directement dans le milieu du travail parce que t'as un mec qui vient quand il y a les examens de conduite et en fait, t'as toujours un professionnel qui vient et c'est toujours généralement le patron d'une boîte. Ok. Et donc, il y a un des gars qui vient et il regarde un petit peu la conduite de tout le monde. Et là, il pioche les gens qu'il a envie de piocher. J'en fais partie. Et donc, je sors en juin. En début juillet, je travaille. Ah ouais, Donc, ça veut dire direct. que j'ai même pas eu de vacances, T'as- rien. Ça veut dire que je suis sorti fin juin. Je crois le 7 ou 8 juillet, j'ai dû commencer. Et après, bah, j'ai pu arrêter. J'ai plus jamais arrêté le métier de routier Mhm. jusqu'en 2013. Et comment ça se passe? T'as quel âge à ce moment-là? En tout cas, quand tu rentres dans ce métier-là, comment il se passe les premiers mois du métier de J'ai routier? 19 ans, je crois. Ça se passe plus ou moins bien parce que tu conduis un gros poids lourd, Mhm. voire même une semi-remorque. À l'époque, il n'y avait pas de GPS. C'était tout au Ah plan. ouais, c'est chaud. Et tu dois te balader de là à là. Tu as des heures à respecter, tu as plein de trucs à faire. Mais après, oui, encore une fois, moi, je suis quelqu'un qui m'adapte assez rapidement, on va dire, dans ce que je fais. Donc après, c'était de la conduite et en même temps, c'était stylé. Donc, mais en même temps, pour mon âge, il y a très peu de gens qui faisaient ça. Donc, tu gagnais entre 2500 euros et 3000 euros par mois. T'as 19 ans, on est en Ouais, c'est 2007. lourd. Oh, C'est un truc de ouf, tu vois. Donc ouais. et les parents, ils sont fiers à ce moment-là? À ce moment-là, ouais, ils sont contents parce qu'ils disent enfin, il a du travail. Enfin, finalement, il n'était pas si bête que ça. Il a choisi ce qu'il voulait faire et tu sais, il te voit en train de te lever très tôt le matin, rentrer pas forcément le soir tard, mais il voit que tu as charbonné, que tu gagnes ton argent, que tu fais des trucs. Premier salaire, je commence à distribuer un peu d'argent à gauche à droite, donc aux parents. Et là, il voit que ça commence à être un petit peu sérieux, donc ce que je voulais faire. Et ouais, donc, ouais, non, non, forcément de la fierté. Content, comme tout parent pour leur Mhm. enfant, quoi. Et à ce moment-là, est-ce que tu es sûr de finir ta vie routier ou tu te dis, t'as d'autres passions, hobbies à côté? Bah, moi, après, avec le temps, parce que quand t'es routier, forcément, tu te fais un peu chier. Tu fais que de conduire, t'es dans les bouchons. Et j'étais resté en contact, moi, avec un de mes potes qui était avec moi, justement, au lycée. Florian? Non, Non, un il autre s'appelle Houssine. Florian, c'est le mec avec qui j'ai qui commencé crée les Narvalo. Exactement. Bien renseigné. Voilà. Et, et du coup, je reste un peu en contact avec lui. Et je continue à faire mes trucs. Donc, je fais le routier. Et à un moment donné, donc j'arrive. En fait, on livrait des chantiers. Et en fait, dans les chantiers, donc, t'as de tout. T'as des Portugais, t'as des Renois, t'as des Rebeux, t'as vraiment toutes les communautés. Et je m'amusais à imiter leur accent. Donc, au téléphone, parce que j'étais tout le temps au téléphone.
Et il rigolait, il me disait, mais fais quelque chose. Genre, en gros, fais des vidéos, fais un truc. J'ai dit, ouais, je sais pas, on verra. Et il me dit, non, mais il y a moyen de faire un truc. Et donc, Florian, à un moment donné, c'est un mec avec qui j'ai grandi. On a vraiment grandi ensemble. Et un beau jour, il vient me voir et il me dit, ouais, lui aussi, il était un petit peu dans ça. Ouais. Et il m'a proposé de faire un truc, genre comme une collaboration, on fait des vidéos à deux. Donc forcément, dans les débuts, tu regardes les vidéos aujourd'hui, ça veut rien dire. Ça n'a aucun sens. Il n'y a rien de drôle. Mais nous, sur le coup, on kiffait, on faisait notre truc. On commençait à avoir notre petit nom dans Montreuil. On a commencé à faire des petits trucs. Et un beau jour, il y a un ancien animateur à moi qui s'appelle Abdel Douyeb qui m'appelle et qui me dit, voilà, je vois que vous commencez à faire un petit peu de trucs. Et à Montreuil, on commence à me parler de vous. Est-ce que ça vous dit de faire le Montreuil Comédie ? Et là, je dis, ouais, truc de ouf. Et en fait, c'est dans la salle des fêtes de Montreuil, donc il y a 1200 places à peu près. Et il avait monté ce truc-là où il avait ramené des gens confirmés du Jamel Comedy Club. Et en première partie, il y avait toujours des gens locaux. Donc en fait, il avait appelé une fille qui s'appelle Candy, qui est humoriste, qui est une amie aujourd'hui. Et elle faisait des sessions, plateaux, etc. pour monter un spectacle. Chacun avait son sketch, etc. Donc pour la première partie. Et donc c'est ce qui s'est passé. Et donc on a créé le groupe Les Narvalos, parce que Narvalo en langage montreuillois ça veut dire fou. Et donc voilà, on a commencé à faire nos vidéos, on a fait le Montreuil Comédie avec Abdel. Ensuite on en a fait un deuxième il me semble. Après Florian, vous n'étiez plus trop dans le truc. Et je l'ai fait première fois de ma vie où je monte tout seul sur une scène devant 1200 personnes, donc à la moitié de la salle ils me connaissent. Et là je fais un sketch, je crois de 10 minutes, un truc comme ça. Tu te rappelles de quoi ça parlait ? Je sais plus, je crois que c'était la réunion parents-professeurs, genre avec plusieurs genre il y avait plusieurs parents, etc. Et je mettais en situation les plusieurs parents avec plein d'accents différents, parce qu'à cette époque là je gérais plusieurs accents. Et ça avait plus ou moins bien marché, parce que je me rappelle j'avais eu un bid, un trou vraiment. Et j'ai vraiment fait un bid. Et de là, j'ai dit, je monte plus jamais sur scène. Et c'était en quelle année ça ? Ça, c'était en 2012, 2011, je crois. 2012 aussi, c'est pas la François Hollande, président de la République, un truc comme ça, vidéo dans ta voiture, les radars. Dans le camion d'abord. Dans le camion, parce que je t'ai encore routier. T'as fait tellement de vidéos sur François Hollande. Wow. J'ai poncé le gars. On va en écouter une si Jason veut bien. Non, vraiment. Non, François, ça va pas, hein, ça va plus du tout. Mais regarde, tu taxes tout le monde, hein? Tu taxes les avocats, hein? Tu taxes les ananas, tu taxes les voitures, tu taxes les riches, tu taxes les pauvres, hein? Tu mets des radars partout dans la France, dans la route, il y a des radars. Non, monsieur François, les Français a voulu mettre des radars dans le ciel. Ouais, depuis tout à l'heure, je regarde en haut, je vois des plaf. Les avions. Tu as mis des radars pour les avions. Pourquoi tu fais ça, François? Mais on flash pas les avions, hein? Alors bientôt, tu vas flasher qui? Les bateaux? Hein? Tu vas mettre des flashs... Tu vas flasher quoi encore? Hein? Les fusées? Voilà, flash les fusées, vas-y. Non, vraiment. Et ça, moi, je crois que je t'ai découvert avec cette vidéo. Je peux plus entendre cette voix. Je ne peux plus m'entendre. Nous, on l'a réécouté ce matin, ça nous a fait rire. Non, mais parce qu'il y a un contexte. C'était que Hollande, il était président, il faisait des bourdes, il faisait que... Le mec, il n'en mettait pas une dedans, en fait. Et à cette époque-là, j'ai vu qu'il y avait un créneau. En fait, je l'ai même pas vu, le créneau. J'ai parlé de ça. Et il y a personne qui le faisait à l'époque de parler de l'actualité, etc. Donc, je l'ai fait. Et j'ai vu que ça commençait à prendre. J'ai dit, bon, je vais rentrer sur ce créneau-là. Mais sauf que j'ai poncé le gars. Le gars, j'ai essuyé le jeu. Ouais, j'ai été jusqu'au bout du truc. Mais tu parles même de la pluie, parce qu'il avait cette réputation de à chaque fois. C'était un truc de ouf. Et toutes les vidéos que je faisais, c'était de l'impro. J'étais dans mon camion, comme je disais, c'était de l'impro. Je prenais mon téléphone. J'avais juste dans un téléphone, je prenais mon téléphone, je mettais sur enregistrer et voilà, je partais en impro. Et ouais, celle-là, on m'en parle aujourd'hui encore beaucoup, alors que c'était en 2012, en 2024. Et que celle-là, quand elle pète, comment ça se passe? Comment tu vis le truc? Je suppose qu'il y a des gens en plus qui te l'envoient à ce moment-là. Ouais, c'est très bizarre. C'est très bizarre. Parce que c'est mon premier buzz de toute ma vie où je comprends rien.
On commence à m'envoyer. En fait, ma page Facebook, elle commence à monter. Je crois que je commence à avoir 35 000 abonnés en très peu de temps. Ensuite, je commence à marcher dans la rue, on commence à me reconnaître. Ouais. Je dis, oh, il y a des pros Hollande qui commencent à m'envoyer des insultes. Il y a des gens qui sont pro Sarkozy qui m'encouragent. Il y a le fils de Sarkozy qui m'envoie un message un jour, et je vous jure que c'est vrai. Je sais plus où est ce message, mais il y a le fils de Sarkozy un jour qui m'envoie un message qui me dit, oui, bravo pour ce que tu fais, etc., etc., etc. Mon père voit tes vidéos et est content. J'ai dit, mais. Mon père Nicolas. C'est quel genre de multiverse ou métaverse ou je sais pas dans quel monde on est en fait. Et là, en fait, ça commence à me faire peur. Parce que je ne connais pas. Et à ce moment-là, je me dis, c'est soit je continue, soit j'arrête. Parce que ça va trop loin. Et il commence à avoir des médias qui reprenaient mes vidéos, des trucs. J'ai dit, mais c'est ça en fait. Ça se passe comme ça. Et donc, par la suite, je parlais avec des potes, etc. Ils m'ont dit, tu t'en fous, vas-y. Ça se trouve, ça va lancer quelque chose, etc. Tu voulais faire ça, donc vas-y, essaye, voir. Et finalement, j'ai pas lâché. Les parents, les vidéos, ils vont jusqu'à tes parents? Alors, ils vont jusqu'à mes parents, mais c'est pas mes parents qui tombent dessus, c'est les gens qui leur en parlent. C'est-à-dire que je fais des vidéos, ça buzz, mes parents sont pas au courant. C'est des tantes, des voisins, des trucs qui disent, ah, regarde, il a fait ça, regarde. Et ils regardent en mode, ah ouais, mais t'as fait ça quand? Et du coup, tu sais, t'es gêné parce que tu sais pas comment ça va être pris. Et finalement, on leur en parle tout le temps. Et c'est souvent des gens de ma famille qui disent, ah, il est drôle, il est ci, il est ça, j'ai déjà vu ci, ça, ça, ça. Et donc, ma mère, elle a commencé à regarder ce que je faisais, et à la moindre insulte, j'avais mon appel. Ah ouais, direct. Ah ouais, direct. Direct. Et bah forcément, pourquoi tu l'insultes, etc. Je dis, oui, mais c'est dans le truc, je le pense pas, ce que je dis. Tu le pensais vraiment pas? Bah non. Et derrière, comment tu utilises ce buzz pour... parce que le plus dur, c'est, comme on le dit, il y a les buzz éphémères. Il y a ce qui buzz une fois et après tu disparais, tu n'existes plus. Il y a plein de gens qui ont buzzé, mais qui n'ont pas réussi à maintenir la cadence derrière toi. Derrière, quand même, tu arrives à asseoir ce truc-là jusqu'à plus tard jouer dans des films comme Neuilly, sa mère, on y reviendra plus tard. Comment tu assois ce buzz-là? Comment tu le bonifies? En fait, moi, j'ai ma théorie de ça. C'est que tout ce que j'ai fait ou tout ce que je vais faire, forcément, moi je suis consommateur aussi de tout ce qui est vidéo, internet, etc. C'est que moi, quand je fais quelque chose et que je fais cette chose pendant un moment, dès que ça commence à me saouler, j'arrête. Parce que je me dis, si ça me saoule, forcément ça va saouler les autres. Si moi ça me saoule, c'est que forcément ça va saouler. Donc quand ça commence à saouler les gens décrochent. Et ils vont voir quelqu'un d'autre. Et après, tu peux proposer ce que tu veux, ils vont dire, ah vas-y, fais toujours la même chose. Donc avant même de devoir saouler quelqu'un, si moi je commence à me dire, ah ça commence à c'est la vidéo trop, j'arrête. Ça veut dire que quand j'arrête, vaut mieux s'arrêter sur un truc qui est bien, où les gens gardent un bon souvenir, que dire, ouais mais bon, ça commence à me saouler, il fait toujours la même chose, etc. Et ça a toujours été ma hantise. Donc ça veut dire que je m'arrête toujours au bon moment. Et jusqu'à qu'on me dise, mais pourquoi tu reprends pas ça? Non, ça c'est fait, je préfère m'arrêter un petit moment, trouver le bon angle, et après je reprendrai et je ferai la même chose. C'est-à-dire que je vais arriver sur autre chose, je vais utiliser ce truc-là pendant un moment, après je vais m'arrêter, et ainsi de suite. Mais moi, pour moi, c'est ça. C'est pour ça qu'il y en a plein aujourd'hui qui ont fait beaucoup de buzz, à mon sens. Hein. Il y en a qui ont fait beaucoup, beaucoup de buzz et qui ont marché sur le coup, mais ils n'ont pas réussi à étirer le truc. Parce que moi, on m'a toujours dit, déjà quand je suis arrivé, le plus dur, c'est de rentrer, et le plus compliqué, c'est de rester. Et c'est une réalité. C'est très dur de rentrer dans le cercle, etc. Star system. Mais voilà, exactement. Mais le plus compliqué, c'est de rester, d'être encore là pendant un bon moment. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois plein de stars ou de gens très connus, ils disparaissent pendant un bon moment. Et après, ils reviennent avec un projet, etc. Et là, tu te dis, ah ouais, putain, c'est vrai qu'il avait fait ça. Et du coup, ça perdure le truc. Et en attendant, tu alimentes un petit peu de temps en temps. Mais t'es pas obligé moi, en tout cas, moi, je suis pas à la course. Il fut un temps, je l'ai été. La course aux followers, la course au buzz, etc. Mais en grandissant et en prenant de la maturité, je me suis dit, mais en fait, ça sert à rien. Parce que les gens vont... Si tu sors un truc, faut pas forcer les gens à t'aimer. Les gens vont forcément... Si tu fais un truc quali et carré, les gens vont forcément t'aimer. Donc, ça sert à rien de forcer le truc. Donc maintenant, je suis plus dans ok, si j'ai un bon truc, je le fais. Si j'ai pas un bon truc, c'est pas grave, je le ferai pas et j'attendrai d'avoir le
le bon angle, on va dire. C'est une époque aussi où pour faire rire dans tes vidéos, tu utilises beaucoup l'accent. Ouais. Après, derrière, ça, ce sera décrié, pas pour toi, mais pour les autres humoristes, où utiliser l'accent, ça y est, on en a marre. Exactement. Ils utilisent que ça pour faire rire. Est-ce que toi, sur le moment, quand tu as commencé à utiliser l'accent, est-ce qu'on te le reprochait? Pas du tout. Moi, carrément, on pensait que j'étais un blédard. Oui. Ah ouais, moi, des fois, je faisais mes vidéos, il y a des gens qui me croisaient, je leur parlais, ils disaient salut, ça va, j'aime trop ce que je dis. Bah merci, c'est genre, putain, mais t'as pas d'accent. Je dis bah non. Et je dis c'est un personnage en fait. Mais pour le coup, à cette époque-là, j'étais le seul, ça se faisait en télé, t'avais Omar et Fred, etc. Ils faisaient beaucoup. Avec le et SAV, le c'est ce seul que me qui disait ma faisait collègue tout à l'heure. l'accent, entre guillemets, Galsen, etc., c'était Omar. Et moi, enfin, sur les réseaux, il y en a peu qui l'ont fait. Moi, je l'ai fait parce que j'ai démarré mon téléphone comme ça. J'aurais pu prendre ma voix normale au final. Mais je me suis dit, je sais pas, j'ai démarré le truc comme ça, c'est parti, je fais la première vidéo comme ça. Je me suis dit, je reste sur ce truc-là. Et arrivé à un moment donné, je me suis dit, bon, est-ce que je désamorce pas le truc en disant, finalement, les gars, j'ai une voix normale, en fait, j'ai pas d'accent, j'ai rien. Et je me suis dit, soit je continue comme ça tout le temps, mais c'est un risque, ou soit du jour au lendemain, je montre que j'ai pas d'accent en fait. Et j'ai choisi le truc de j'ai pas d'accent. Et forcément, au début, ça choquait les gens parce que moi, ils me voyaient constamment en train de faire. En plus, à ce moment-là, j'en voyais vraiment. Ils me voyaient constamment. Et du jour au lendemain, paf, le gars, il switch. Il a plus d'accent. Et j'ai justifié le truc en disant comme quoi, oui, je préfère. Oui, c'est un accent, c'est un personnage. Donc là, c'est moi dans la vraie vie, tu vois. Donc après, ça a été accepté. Enfin, je me rappelle plus trop, mais je sais que les gens ont adhéré tout de suite, tu vois. Mais est-ce que toi, tu comprends qu'avec le temps, aujourd'hui, les gens, ça les choque qu'on fasse rire avec l'accent? Est-ce que c'est un truc que tu comprends ou... Ouais, je comprends parce que l'humour change, tout change. Ce que tu fais il y a 10 ans, tu peux pas le faire aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, demain, je fais une vidéo avec l'accent. Si c'est pas justifié, on va me dire, mais pourquoi tu fais l'accent? Si c'est justifié, oui. Par exemple, il y a un moment où j'avais, pendant le confinement, un concept, c'était le FaceTime. Genre, j'avais mon daron, genre, je faisais le personnage de mon daron plus moi. Et le personnage du daron, il avait l'accent. Mais moi, je parlais genre normal. Et c'était justifié parce que c'était une discussion entre deux personnages, tu vois. Et je faisais mon petit montage, etc. Et ça marchait parce que là, c'est justifié. Mais si demain, j'arrive, je dis, ouais, bon, allez, on va faire de l'interview parce que bon, ça n'a pas de sens, tu vois. Donc, je préfère faire un truc qui a du sens, évoluer avec le temps, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, avec la musique, la télé, le cinéma, tout a changé. Tout a changé. Ce que tu faisais en 2013-2014, tu peux plus le faire en 2023-2024. Ça n'a rien à voir. C'est une autre époque. Et dans 10 ans, ça sera encore une autre époque. Donc, faut avancer avec le temps. Et c'est comme ça que je pense que les gens arrivent à perdurer. Chauffeur de salle. Comment t'arrives à être chauffeur? C'est pour l'émission Touche pas mon poste en plus. Exactement. À l'époque sur D8, avant que ça s'appelle C8, avant que ce soit repris par Bolloré. C'est ça. Comment t'es contacté? Comment ça se passe? C'est grâce à tes vidéos ou pas du tout? Oui et non. Enfin, plus non que oui. En fait, à cette époque-là, j'étais routier, donc j'avais mon planning. C'est-à-dire que forcément, comme je t'ai dit, quand t'es routier, tu fais pas grand-chose, à part tourner, à part rouler, etc. J'écoutais donc la radio. Et le matin, il y avait Cyril Hanouna qui faisait une émission sur Virgin Radio. Et en fait, tous les matins, j'écoutais l'émission. Jusqu'à un beau jour, on me dit, si t'as un prénom chelou, appelle. Et moi, j'avais déjà gardé le nom de Bayou, donc j'ai fait croire que je m'appelais Bayou. C'est pas mon vrai prénom. Et je dis, Ibrahima, comme tu me disais tout à l'heure. Et je dis, je m'appelle Bayou, etc. Donc j'appelle, première fois de ma vie. Ils peuvent pas me faire passer, mais ils me font gagner un téléphone. Et je dis, ok. Ils me rappellent une autre fois, parce que cette séquence-là, ils avaient pas pu la faire. Ils refont la séquence, ils se souviennent que j'avais appelé. La standardiste m'appelle et me dit, écoute, on fait le sujet aujourd'hui. Est-ce que t'es dispo? Je dis, ouais. Et donc, je fais le truc, on rigole, etc. On gaulerie, je fais des vannes avec Cyril au téléphone. Et là, donc, ça raccroche et je repasse au standard. Et elle me dit, écoute, là, fin septembre, on fait l'anniversaire surprise. Est-ce que ça te dit? Je dis, écoute, moi, je travaille, je peux pas me déplacer comme ça. En plus, c'est le matin, en plein Paris. Et je dis, écoute, je vais voir si je peux poser un jour. Et elle me dit, ok. Donc, j'arrive à poser ce jour-là et j'y vais. Donc c'était à Europe 1 le matin, j'y vais avec Florian, avec mon cousin et un autre pote, et on part là-bas en mode à l'arrache, quoi. Et on arrive et tout, et donc il arrive, il dit bonjour à tout le monde, il arrive à moi, il me dit bonjour, je dis salut, ça va? Il me dit ouais, ça va.
Et je dis, tu te souviens de moi? Il me dit, non. Je dis, c'est Bayou, on s'est eu au téléphone, etc. Il me dit, ah oui, c'est toi, ça va et tout. T'étais routier, c'est ça? Tu vois, putain, bonne mémoire, le gars. Et parce que ça faisait au moins 3 semaines le truc. Et du coup, après, il s'assoit, genre, il me cherche du regard, on rigole et tout. À la fin, je me dis, bah, vas-y, je tente ma chance. Je vais vers lui et je lui dis, écoute, moi, je suis routier, comme tu le sais. J'ai envie de travailler à la télé, j'ai envie de faire un truc. Comment je peux faire? Je dis, même faire des cafés, faire un truc, je sais pas. Il me dit, écoute, prends mon mail. Donc, je prends son mail. Et je me dis, bon, il a dû me donner un mail bidon ou alors il dit ça à tout le monde, etc. Le gars, je prends son mail. Entre-temps, je rencontre un mec qui s'appelle Eric Mendes, qui est Eric Mendes, qui là-bas, est chauffeur de qui est salle. chauffeur aussi, de salle. là-bas. Et en fait, à ce moment-là, je me dis, mais il a la même tête que mon cousin. Et je vais lui parler. Je vais lui dire, putain, t'as la même tête que mon cousin. Et de là, on parle. Et il me dit, tu fais quoi, etc. Et moi, il me dit, je suis chauffeur de salle. Et je dis, mais c'est quoi? Il me dit, voilà, c'est pour mettre l'ambiance dans le public, etc. Je travaille, je suis pas mon poste. Si ça te dit, bah, viens voir un jour l'émission. Je dis, ok. Et donc, bah, je prends le mail de Cyril. Je vais à l'émission. Arrivé à l'émission, Cyril me reconnaît. Il vient me voir. Il me dit bonjour, etc. Et donc, je vois le truc de chauffeur de salle. Et je vois Eric à la fin. Et je lui dis, comment on fait pour devenir chauffeur de salle? Il me dit, bah, pour l'instant, c'est chaud. Mais là, dans très peu de temps, je crois qu'il va y avoir une autre émission. Je pourrais pas toutes les faire. Donc, je vais forcément avoir besoin de quelqu'un. Je lui dis, ok. Et donc, moi, j'essaie d'entretenir un peu cette relation avec lui. Et il m'appelle. Il me dit, écoute, on a besoin d'un chauffeur de salle. Est-ce que ça te dit? Je dis, écoute, moi, je travaille. Je dis, pour l'instant, je pourrais pas venir en journée. Il me dit, non, pour l'instant, je vais te former le soir. Dans Touche pas mon poste. Donc, tu peux faire ton travail la journée. Et le soir, tu viens à l'émission et tu viens pendant une semaine, le temps qu'il faut, quoi. Je dis, ok. Et j'y vais, donc il me forme en chauffeur de salle, etc. Et c'est comme ça que j'ai atterri en tant que chauffeur de salle là-bas. C'est un truc de ouf. Ouais. Et c'est quoi le métier d'un chauffeur de salle exactement? Métier Est-ce d'un qu'il faut des chauffeur- compétences déjà pour chauffer une salle? Parce que c'est pas Mais tout le monde en j'avais vrai. aucune compétence, moi. Ouais, mais c'est pas tout le monde qui peut chauffer une salle non plus. Non, mais j'avais zéro compétence parce que la première fois où il me dit vas-y, même quand il était là, j'avais peur hein, parce que t'as quand même un public, t'as 160 personnes qui te regardent, ils ont l'habitude de voir encore le même gars, en plus qui est bon dans ce qu'il fait, très bon même. Et moi j'arrive, un gars qui connaissent pas, je voyais à des moments où t'avais des vrais fans de l'émission en mode il est où Eric? Ah ouais. Oh, ça met une Eric, pression il est là, tu supplémentaire. vois, quoi. et du coup ça te baisse un peu dans ton truc, mais non, c'est un travail, hein. C'est un travail, mais qui s'apprend, comme tout travail. Et voilà, c'était ma première expérience. En fait, c'est comme si, chauffeur de salle, c'est comme si tu étais en spectacle tous les soirs. Tu répètes la même chose. Le principe, c'est de dire, voilà, comment l'émission va se dérouler. Il va y avoir des applaudissements là, pendant le générique. Quand c'est drôle, vous riez. Quand je lance des ou, vous faites des ou. Quand j'applaudis, vous applaudissez. C'est vraiment très simple. Mais c'est simple et complexe. Donc, faut quand même avoir le public avec toi. Et c'est quand même... c'est franchement une vraie expérience que j'ai eue dans ma vie. Parce que quand tu fais de la scène à côté, ça t'aide beaucoup. Parce que Ok. tous les soirs face à un public qui est différent, tu répètes toujours la même chose, tu as des vannes qui fonctionnent, tu vas vanner le public, etc. Et c'est un peu comme la scène. La scène, c'est exactement la même chose. Tu as ton texte et tu fais un peu d'impro avec les gens, quoi. Donc non, c'était une belle expérience. Et tu fais ça combien de temps? J'ai fait ça du coup, j'ai fait ça pendant 3 ans. Et comme je t'ai dit, je travaillais. À un moment donné, il fallait que je prenne une décision. J'ai démissionné de routier. Donc mon salaire, il s'est divisé par 4, je crois même. Ah ouais. Et c'était un sacrifice au final. Et donc je suis parti de là-bas pour faire ça pleinement. Et donc j'ai fait ça de 2013 à 2016 presque. Après 2017, je suis un peu revenu. Et après, je suis parti revenu. Mais vraiment, Avec, officiellement, c'était jusqu'à Toujours 2010. cette ambition de. Enfin, toi, ton but, c'était pas de finir chauffeur de salle, c'est vraiment d'utiliser ça pour faire un tremplin. Ou Bah, tu je le prenais voyais- goût. Je le voyais pas en tant que tremplin, mais par la suite, j'ai pris goût. Ok. Parce que c'était vraiment stylé. En plus, je Mhm. m'entendais bien avec tout le monde. Tu t'entends avec les chroniqueurs, avec les gens de l'équipe, tu sais, les techniciens. T'as vraiment tout le monde. Et aujourd'hui, je suis encore en contact avec plein de gens encore là-bas. De là-bas. Alors que ça fait longtemps, tu vois. Il y a Énergie aussi. Ouais. Comment ça se passe? Comment on arrive à Énergie? Est-ce que ça, c'est grâce aux vidéos? Alors, encore une fois, oui et non. Mais à ce moment-là, donc, je suis avec Eric. Ok. Toujours. Et en fait, il est approché par un mec qui s'appelle Emmanuel Semo, qui a une web radio. Ok. Donc Radio VL qui s'appelle. Et en fait, à ce moment-là, il dit à Eric, il le croit je sais pas où, et il dit à Eric, est-ce que ça te dit de faire de la radio, etc. Il dit, bah vas-y, je vais voir, je vais essayer de voir si je peux constituer mon équipe. Et donc du coup, il constitue son équipe, et on va faire une émission tous les mardis dans cette radio.
Et en fait, nous, avec le temps, on a réussi à connaître beaucoup de monde. Donc, notre premier invité, c'était Issa Doumbia. Ouais. Il En me plus, à connaissait pas l'époque, plus que ça. Il connaissait pas plus que ça, Eric. Mais il a joué le jeu, il est venu, genre on a kiffé. Il est même lui, il a kiffé. Et j'ai grave trouvé ça cool, en fait. Le fait qu'il vienne, alors qu'il n'était pas obligé au final, tu vois. C'est une époque où il Et, buzzait de fou. ouais, en plus, il était à ouais. fond à la télé. À ce moment-là, je crois qu'il écrivait son spectacle. Donc, il était vraiment, vraiment à fond dans son truc, tu vois. Et en vrai, on lui a proposé. Il a dit, bah ouais, grave, avec plaisir. Il était vraiment pas obligé. Et après, avec le temps, on a commencé à voir d'autres gens, d'autres noms, etc. etc. Et de là, après, Eric a arrêté parce qu'il avait trop de trucs. Et là, il y a Emeric Bonnery. Qui est dans Secret Story à l'époque. Après qui a fait les Voilà, anges. exactement. Et lui, en fait, il était fan de télé et radio. Et son rêve, c'est d'avoir une émission de radio. Donc, Eric ne pouvait plus. Donc, j'ai passé de l'émission d'Eric à Emeric. Et pendant un moment, pareil, on est resté à la radio. Et forcément, comme il était sur Énergie 12, Énergie Radio l'écoutait un peu en cachette. Et un beau jour, ils lui ont dit, écoute, est-ce que ça te dit de venir faire un pilote? Si c'est bon, on vous prend de l'été de juillet à fin août 2017. Et lui, il dit, bah, grave. Et le gars, il lui dit, écoute, si ça se passe bien par la suite, on vous prolonge pendant je sais pas combien de temps, tu vois. Et on dit, ok. Donc, du coup, on y va, on fait le pilote. Ça se passe archi bien. Genre, très bien même. Et il nous dit, écoute, nous, on est content de ce que vous avez fait. On vous faisait signer des contrats. Donc, vous êtes là pendant juillet et août. Nous, on est archi contents. On passe... on appelait ça la cave. même le patron de Radio Velle était content pour nous parce que c'était un peu une consécration, tu vois. Ouais, Et du coup, on part là-bas, on fait. Moi, j'arrive, je fais la première émission, donc qui se passe très bien. Je fais une deuxième émission et un beau jour, je pars pour aller faire la troisième émission. Emeric m'appelle et il me dit écoute, il y a ton gars qui m'a appelé parce qu'en fait, j'étais avec un ancien producteur avec qui ça s'est très 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 mal fini et il m'a bloqué. Donc du coup, je fais 3 émissions chez Énergie, mais j'étais pas dans... En fait, j'étais dans l'équipe officieusement, mais mais pas officieusement. Tu vois? Et comment on surmonte un échec comme ça? Parce que nous, encore une fois, en créant cette émission, c'était aussi ça, faire passer le message aux jeunes sur les parcours un peu atypiques, comment surmonter les échecs et tout. Déjà, comment toi Est-ce que tu dirais que c'est le premier gros échec de ta carrière et comment tu l'as surmonté? Bah, sur le coup, je voyais pas ça en échec parce que c'était vraiment un gars bien, en fait, tu vois. Donc, il m'a approché, etc. Sénégalais, machin. Je me suis dit, bon, écoute, allons. Et dans les débuts, ça se passait très bien. Ça se passait très bien. C'était l'époque de Saga et Tambo. Et c'est lui-même qui nous a mis en connexion tous les trois. On a commencé à faire des trucs à 3. Et je sais pas, avec le temps, j'ai commencé à découvrir certaines choses. Et quand j'ai vu ces choses-là, forcément, je me suis dit, bah, c'est pas normal. Et il y a des moments où je vois que c'est pas normal, donc je le dis que c'est pas normal. Mais à ce moment-là, il capte que je capte. Donc là, il commence à avoir de la friction. Et de la friction, de la tension, etc. Et là, on commence à prendre de la distance, ça commence à devenir un peu... le ton, il monte un peu trop. Et du jour au lendemain, je vais au bureau, ça se passe très mal et je me casse, en fait. Et à ce moment-là, bah, pareil, je suis chez Énergie. Il appelle Énergie pour leur dire voilà, écoute, c'est mon artiste, je veux pas qu'il travaille là-bas. C'est un truc de ouf. Et donc, moi, je sors de chez moi pour aller à la radio et on me dit ça. Donc, je dis attends, j'arrive. Donc, j'arrive à la radio, j'arrive en bas, il me dit bah, monte au 5e, c'était tout ce qui est administratif. Et je tombe sur l'un des patrons qui me dit écoute, on a reçu un mail comme quoi de un tel, pour ne pas dire son nom. Comme quoi, genre en gros, tu es son artiste, donc tu n'as pas le droit parce que tu es en exclu. Et moi, je me dis, mais non, mais en fait, en plus, j'ai quitté là-bas, etc. Il me dit, ouais, mais contractuellement, t'es encore avec lui. Donc, essaie de t'enlever de tout ça, et une fois que tu t'es enlevé, on te reprend, nous, avec grand plaisir, tu vois. Et là, je prends un avocat, l'avocat n'est pas ouf, j'en prends un deuxième, l'avocat n'est pas ouf, jusque tout l'été passe. Et moi, je me dis, bah, c'est mort au final. À la rentrée, ils sont reprolongés pendant 1 an. Donc ça veut dire qu'ils font juillet, août. Et après septembre, ça repart. Et septembre, ça repart jusqu'à juin. Parce que ça compte en année scolaire, tout ce qui est émission radio et télé. Et de septembre à juin, ils seront reconduits. Et moi, je me dis, mais il faut absolument que je re-rentre dans cette équipe, en fait, tu vois. Et en fait, ça prend tellement de temps qu'au bout d'un moment, c'était mort. Et ils m'ont remplacé. Je passais par-ci, par-là, tu vois. Mais après, lui, je le comprends parce qu'il fait tourner aussi le truc, tu vois. Et au final, je me suis même pas dépatouillé de tout ça parce que j'ai dû attendre officiellement la fin du contrat qui était en 2019.
Ah. Donc j'ai attendu de 2017 à 2019, parce que c'était de 2014 à 2019, donc 5 ans. Et j'ai attendu. Et t'as fait quoi pendant cette période de... Bah, pendant cette période, ça a été très dur à plein de choses. Parce que même... Financièrement, je suppose. Ah ouais, j'étais dans... bah, ce qui m'a aidé, entre guillemets, c'est Neuilly-sa-Mère. Parce que j'ai tourné Neuilly-sa-Mère en 2017. Et je me cachais pendant le tournage. En fait, ils faisaient des vidéos, etc. Moi, je devais me cacher pour pas qu'ils le sachent. Parce qu'à tout moment, ils pouvaient faire un truc. Oh, ouais. Et jusqu'au jour où on me dit, t'es sur l'affiche. Je dis, oh. Je suis sur l'affiche, je vais sur l'affiche. Ensuite, on me dit, bah, tu fais la tournée des avant-premières. Je dis, ok. Et un beau jour, bah, t'as le réal et il me dit, écoute, là, la bande-annonce, ça va sortir, tout va sortir. Là, faut que t'annonces, en fait. Que je t'ai pris, etc. Je dis, bon, bah, ok. J'annonce. Paf. 2 jours après, mail. C'est mon 2 jours artiste. Ouais, machin. Sans citer le nom du gars, est-ce que c'est Team du Rire, tout ça, c'est... Ouais, c'est là-dedans. C'est... Ok. Ouais, Parce ouais. que je voulais qu'on en parle, mais du coup, on va pas en parler vu que c'est... Ouais, après, tu peux Mais en parler, c'est, moi, ça me dérange pas. Il y a prescription aujourd'hui, ça y est. c'était- Mais ok, c'est le... Sans citer son nom. Ok, Exactement, je... c'est plus ou moins c'est plus ou moins ça. C'est là-dedans, du coup, quand il fait son mail à Neuilly, pour Neuilly sa mère, comment ça... Ouais, il fait un mail en disant comme quoi je ne veux pas que vous utilisiez son image. France, Belgique, Suisse, je sais plus quoi. Genre le gars, vous retirez son nom du film, vous retirez le gars du film, vous retirez le gars de l'affiche, vous retirez le gars de la bande-annonce. Le gars, il a dit, mais wesh, c'est qui lui Et au final, bah, les avocats, les trucs, les machins, et au final, il s'est jamais rien passé. Et t'as gagné... Et j'ai rien gagné du tout. C'est juste que, en fait, le contrat était bizarre et en même temps, voilà, il a lâché l'affaire parce qu'il voyait que ça se faisait pas d'un côté, tu vois. Et il avait rien à gratter non plus. Tu le disais, c'est lui qui vous met en connexion avec Sagalov et Mouché Tambola. Ouais. Comment tu définirais ta relation avec ces deux-là? Vous faites aussi plein de vidéos sur Internet. On va en écouter une juste après avec Jason. Mais comment ça se passe entre vous trois? Comment elle se fait cette connexion, cette rencontre Bah, cette connexion, elle se fait très naturellement parce que bah, moi, je suis dans la prod, Tambo et Sagalov aussi. Et du coup, elle se fait archi naturelle parce que on est tous les trois dedans. On vient tous les trois, entre guillemets, du même milieu. Et on est trois Renois. On se connecte direct. Monsieur Tambola était très connu par rapport à sa musique, etc. Et lui aussi, il avait besoin aussi de changement à ce moment-là. Donc, on faisait des petites vidéos. Et à ce moment-là, c'était Nabila. Il y avait la période avec Nabila. Le shampoing. Même pas, c'était quand elle avait poignardé son mec. Thomas. Et sur un coup de tête, on s'est drôle. dit, comme lui, il fait de la musique, et nous, on fait de l'humour, et lui, c'est musique-humour, donc on s'est dit, bah venez, on joint notre truc, et on a fait une vidéo à 3. La première vidéo qu'on a faite d'ailleurs. C'était Libérer Nabila. Et du coup, cette vidéo-là, elle sort genre je crois en 3 heures, elle a fait 1 million de vues. En plus, c'était sur nos 3 pages. Donc, c'est-à-dire que ça faisait du bruit là-bas, du bruit là-bas, du bruit là-bas. Donc, elle est en cumulé, elle a fait énormément de bruit, tu vois. Et c'est là la première connexion qui se fait, on va dire, entre nous. C'est là. Et à partir de là, on en a fait 2, 3 et plein. Après, on avait même une idée de spectacle, etc. On voulait faire un spectacle qui a commencé à prendre vie et au final, qui est parti aux oubliettes. On va écouter un des sons que vous avez fait. Et juste après, j'ai une anecdote pour toi à ce sujet. Ah ouais? Ouais, une anecdote perso à ce sujet. Bonsoir. Hey, y'en a marre. On est fatigué. Y'en a marre de tout ça. Alors, François. Arrête, hein. François. On va plus payer. François. On va plus payer. Non. On va plus payer. Non. François, faut baisser les impôts. François, faut baisser les impôts. Y'en a marre des impôts locaux. Y'en a marre de tous ces pipo. Et du coup, quand vous commencez ces vidéos-là,
moi je crois que je suis au collège quand vous faites ça. Ouais. Et on décide pareil. À cause de toi, je me suis fait exclure de l'école, je tiens à te le dire. C'est pas vrai. Je te jure que c'est vrai. Oh putain. Et il y a même une vidéo que j'espère personne ne retrouvera jamais sur Facebook, qu'on n'arrive pas à enlever, de nous qui vous imitons. Non. Je te jure, avec un groupe de potes, on est 3 ou 4, Wow. et on se filme en train de... Quand tu t'as fait une Libéré Nabila, on se filme en train de chanter ça. Et je me rappelle, un jour, on arrive en classe et on chante ça, on est 4-5 en train de chanter ça. Et la prof, elle dit, mais vous êtes des tarés, vous, en fait. Vous êtes des malades, et elle nous exclut Désolé. de cours. Mais non, mais c'est que t'as aussi été une inspiration, parce que je sais pas si vous avez ce recul-là, des fois, de se dire que J'ai aucun recul là-dessus. que vous êtes une inspiration quand même. J'ai aucun recul là-dessus. Parce que c'est une époque où vous buzziez, vous pétez, on vous voit partout. Ouais. Nous aussi, on se dit, ouais, bah, si eux, ils ont percé comme ça, si on En les vrai, imite, oui. peut-être que nous aussi. Mais en vrai, oui, c'est ça, parce que moi, où je suis arrivé là, c'est parce qu'il y en a d'autres qui m'ont inspiré et que j'ai été dans cette inspiration-là et je suis arrivé là. Donc, en vrai, n'importe qui peut y arriver, dans n'importe quel domaine, hein, soit dans la musique, soit dans l'acting, soit dans, je sais pas moi, demain, t'as du talent pour quoi que ce soit, même du piano, si tu peux y aller en vrai, tu vois, c'est juste une question d'arriver au bon endroit au bon moment. Et arrivé au bon endroit au moment, il y a Neuilly, sa mère. Ouais. Le casting, il se passe comment on te recrute là-dedans? Et est-ce que, pareil, c'est encore un concours de circonstances, ou là, tu vas pour être pris dans ce film-là? Concours de circonstances. En fait, j'ai mon ami, mon frère Oumar Diaw, qui fait son spectacle à l'époque, s'appelle 9 mois de bonheur. Et à ce moment-là, t'as un monsieur qui s'appelle Jamel Ben Salah, qui produit son spectacle. Et Jamel Ben Salah, aujourd'hui, c'est un grand nom du cinéma. Il a fait quand même pas mal de films, dont Le ciel, les oiseaux et ta mère. Il a fait Le Raid. Il a fait Il était une fois dans l'Oued, Neuilly sa mère 1, le 2, et j'en passe. En fait, on se rencontre par hasard comme ça dans un théâtre. Et comme j'étais tout le temps avec Oumar, une fois on va chez lui, etc. Et j'entends, parce que je suis très ami avec Boudère à ce moment-là aussi, et on me dit comme quoi il me veut dans le film. Je dis écoute, moi tant que j'ai rien vu, voilà. Et un beau jour, je me rappelle, j'étais parti à Montpellier en week-end. Et je reçois un appel d'un numéro que je connais pas. Il me dit salut, c'est Jamel, tu vas bien? Est-ce que t'es sur Paris? Je dis non. Il me dit bah, la semaine prochaine, est-ce que t'es là? J'aimerais te voir pour parler d'un projet. Moi, dans ma tête, je me dis c'est toujours pas ça. C'est autre chose. Je veux pas y croire. Et en fait, je vais chez lui. J'arrive chez lui et je vois tous les acteurs arriver. Et en fait, quand j'arrive chez lui, on est en lecture. Truc improbable. Parce qu'avant la lecture, il se passe plein de choses. Il se passe le casting, il se passe qu'on te rappelle dans le casting. Même pas, et rien. J'arrive, il me donne un scénar comme ça et il me dit ok. Et moi je me dis il va me caster un truc et je vois Boudère qui rentre, il y a Sami Seguir qui rentre, Julien Courbet, t'as Steve Tran, etc. Tous ils arrivent. c'est une dinguerie. Je dis wow. Et moi je suis là avec mon texte et je regarde tout le monde en mode mais à quel moment on va me caster en fait? Il dit ok bon bah c'est bon, on fait une lecture générale tel jour. Je dis ok, j'arrive à la lecture générale, t'as tout le casting, mais quand je dis tout le casting, on est sur une grande table. Chacun fait son rôle. Ok, bah mardi pour les essayages. On fait les essayage caméra. Hop. Bah écoute, la semaine prochaine sur le tournage, un beau matin, je me réveille, je suis sur le plateau. Voilà. C'est une dinguerie. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. À aucun moment, j'ai été casté. Et par la suite, je lui ai dit, il m'a dit non, parce que j'aimais bien ce que tu dégageais. T'es bon et qu'on m'avait beaucoup parlé de toi, donc quand je sens le feeling, voilà, j'y vais. Est-ce qu'à ce moment-là, vous parlez d'argent avant? Après, comment ça se passe? Bah ça, après, c'est les agents qui gèrent, mais bon, à ce moment-là, moi, j'ai pas d'agent parce que je suis pas du tout dans le cinéma. Et donc, quand t'as pas d'agent, bah, on t'impose un salaire. Et bah, même si c'est des clopinettes, tu fermes ta bouche et t'y vas. L'opportunité, elle est ouf. Voilà, elle est ouf. Et j'arrive, premier jour de tournage, j'ai 16 jours de tournage. Et dans le cinéma, faut compter en jours. Plus t'as des jours, plus on te voit. Et déjà, 16 jours pour un premier film, c'est déjà incroyable. C'est plus qu'incroyable même. Généralement, un premier film, on te donne 1, 2, 3, 4 jours, tu vois. Et là, je me retrouve avec 16 jours de tournage. Je me dis, mais ok. Et là, bah, le film se fait. Comme je t'ai dit tout à l'heure, on m'appelle, on me dit, ouais, ils ont décidé de te mettre sur l'affiche. Je dis quoi? J'arrive, je vais sur. C'est vraiment un coup de cœur de Jamel pour toi. Ouais. Après, même aujourd'hui, hein, on s'entend très bien. Et donc, je vais dans sa prod, on se fait l'affiche. Je dis ok. Après, je reçois un appel, on me dit ouais, ça te dit de faire la tournée avec nous?
Je dis, hein? Il me dit, ouais, la tournée de toute la France, dans tous les cinémas de France et tout. Je dis, mais grave. Il me dit, ok, tac, il nous prend un billet, on va à Nice, on commence à Nice. Hop, on fait la tournée dans tout le sud, sud-est, sud-ouest, on commence à remonter. Après, on remonte sur Paris parce que le film sort. Le film, il sort et il me rappelle, il me dit, j'ai bien envie de faire une tournée à la sortie du film. Et là, on repart encore en tournée. On repart en tournée après la sortie du film. Je me rappelle, on avait fait l'avant-première à Paris, c'était n'importe quoi. J'ai ramené tous mes potes et tout. C'était vraiment une expérience de ouf. Quand je vois ça, genre, quand j'ai vu ça, les conditions du tournage du film plus le après, je me suis dit, mais je veux faire ça toute ma vie en fait. Et est-ce que c'est ça qui constitue, pour l'instant, en tout cas, et on te souhaite de plus belles réussites encore, Merci. est-ce que c'est ça qui constitue la plus belle réussite pour l'instant de ta carrière? Bah, à ce moment-là, quand j'ai été pris, je me suis dit, c'est quand même une consécration, quand même, parce que je viens de Montreuil, de la cité de l'espoir à Montreuil. Je suis d'un milieu où personne n'est dans ce milieu. Je fais mon bout de chemin, je monte dans un camion, je prends mon téléphone, je fais des vidéos. Cette vidéo-là, elle m'emmène, entre guillemets, sur un plateau de télé où je fais chauffeur de salle. De chauffeur de salle, je me retrouve à la radio. À la radio, je me retrouve au cinéma. Et quand j'étais dans mon camion, je me disais, mais j'aimerais bien faire ça un jour. Et tu te dis, putain, là, je suis sur un plateau de ciné avec des grands noms du cinéma. Des gens que je voyais que à la télé. Et aujourd'hui, je suis là avec eux, en train de leur donner... Ils me donnent la réplique et je lui rends. Bah là, à ce moment-là, oui, c'est une vraie consécration. Tu te dis, mais finalement, ça a payé de faire l'accent Galsen au final. Ça a payé de faire l'accent, tu vois. Et tu te dis, mais finalement, ouais, c'est possible. Parce que je viens de nulle part, moi. Personne me connaît à la base. Je viens de nulle part. Je viens de Montreuil, à la mairie de Montreuil. Je viens de nulle part d'autre. Ligne 9. Ligne 9, c'est-à-dire que personne me connaît. Je suis de la famille Sarr, on me connaît parce que je suis de la famille Sarr. Mais le parcours, le chemin, tout ça, je me dis, mais ouais, putain, c'est un truc de ouf. Il y a des moments où je disais, j'aimerais bien faire des films, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça. Tout ce que j'ai voulu faire, je l'ai fait. À un moment donné, ça m'a trotté de faire de la radio, j'ai fait de la radio. Ça m'a trotté de faire de la télé, j'étais chroniqueur à Choix en Poste. Ça m'a trotté de faire du cinéma, j'ai 5 films à mon actif. Donc ça veut dire même demain tout s'arrête. Ben moi je suis bien en fait. Parce que tout ce que j'ai voulu faire, je l'ai fait. Tu vois. Après évidemment t'en veux toujours plus. Mais en vrai si demain tout s'arrête, tout ce que j'ai voulu faire je l'ai fait. C'est-à-dire je me suis rendu fier moi-même. Tu vois, genre j'ai attendu personne. Forcément dans ma vie il y a plein de gens qui m'ont aidé. Et ça je serai toujours à vie reconnaissant de ces gens-là. Parce que faut savoir être reconnaissant. Il y a des gens qui te tendent la main. Tu peux que accepter cette main tendue. Et moi, à mon tour, j'ai tendu des mains à des gens et je le ferai encore tant qu'il le faudra, tu vois. Mais ouais, oui, je suis fier de ce que j'ai fait quand même. Et les gens autour de toi, ils sont fiers? Ouais, après, vous en parlez, parce que tu le disais tout à l'heure en début d'émission, et ça me faisait rire quand tu disais que chez les Galsen, vous êtes très pudique, et j'ai reçu Aboutal aussi, qui est sénégalais, pareil, qui me disait, chez les Galsen, on est très pudique. J'ai reçu un ami à toi, Aziz Aboudrar, qui pareil, disait, de manière générale, en Afrique, on est très pudique, et on se rassemble tous autour de ce mot pudique, que ce soit les Westaf, les gens d'Afrique de l'Ouest, ou les gens d'Afrique du Nord. Est-ce que tes proches, ils arrivent quand même à te dire on est fier? Parce que parfois on l'est, mais on n'arrive pas à le dire forcément. Nous, tu connais, t'es africain aussi, donc la pudeur, c'est quelque chose de... Chez nous, c'est entre guillemets sacré. Mais ouais, après, évidemment que on me le fait comprendre. On me le dit pas ouvertement, mais nous, on se dit les choses en se le faisant comprendre. On va pas te dire je t'aime, on va te montrer. On va pas te le dire, tu vois. Par plein de trucs différents, on va te le montrer, mais on va jamais te le dire frontal, tu vois. Donc oui, je le vois qu'ils le sont, parce que forcément, on parle de moi, que ce soit le voisinage, les copains, les copines, les collègues, ce que tu veux, tu vois. Mais ouais, je sais que dans le fond, ils le sont, tu vois. Ils ont pas le choix, de toute façon. Ils ont pas le choix. Quand il va mal, Youssar, à qui il se confie? À qui tu parles quand ça va pas, quand t'as des coups de moins bien? Mes amis. Avec ceux avec qui je suis très très souvent, dont Aziz d'ailleurs. Mais ouais, quand il y a des coups de mou, oui, quand il y a des coups de mou entre nous, forcément, on va se remonter le moral entre nous, parce que qui d'autre que nous-mêmes connaissons ce game et connaissons la dureté de ce game. C'est-à-dire que forcément, ce game est dur.
il est complexe. Comme tout à l'heure, je t'ai dit, c'est dur d'y rentrer, c'est compliqué d'y rester. Et on est rentré, mais c'est compliqué de faire tourner la machine. Tu vois, genre en gros, on est là, on a travaillé, on a fait des choses, on est reconnu, reconnaissant. Et il y a des moments où forcément ça va moins bien parce que il y a plus ou moins de projets, tu vois. Donc, et forcément, quand il y a moins de projets, il y a moins de thunes, il y a moins de ci, il y a moins de ça. Donc le moral, il en prend un peu un coup. Tu vois que chez des autres, sans être en vue auprès de personne, tu vois. Chez des autres, ça va bien. Chez toi, ça va mal. Donc forcément, toi, tu te remets en question. Et tu te dis, finalement, est-ce que je suis là, ok, mais est-ce que je suis vraiment là pour ça? Est-ce qu'on va vraiment me faire confiance ou autre, tu vois? Mais c'est plein de questions. Donc forcément, il y a forcément des coups de mou. Et oui, donc on est là entre nous pour se relever, enfin, entre guillemets, tu vois. C'est dur de se faire des amis dans ce milieu-là, des amis sur le long terme en tout cas. Des amis sur le long terme, en fait, comme je dis, je connais beaucoup de gens, mais j'ai très peu d'amis. Je connais beaucoup de gens, mais j'ai très peu d'amis. Et ça, c'est le temps a fait que je suis en train de me durcir. Parce qu'il y a des gens pour qui tu as donné beaucoup de choses, beaucoup de ton temps, beaucoup de ta patience, beaucoup de ton écoute, beaucoup de conseils. Et quand tu vois que derrière, on te le rend pas forcément, non pas. Parce que quand je fais quelque chose, je le fais pas pour qu'on me le rende. Mais il y a un minimum syndical, la tu reconnaissance. vois, genre, au moins la reconnaissance. Et la reconnaissance, ça passe juste par un merci, tu vois. Il y a des moments où il n'y a pas ça. Donc tu te dis, ok, j'ai fait ça pour lui, un tel, un tel, un tel. Ok, il n'y a pas, écoute, c'est pas grave. Mais quand ça passe de 1 à 10 personnes, c'est d'ailleurs chaud. et que tu commences à prendre conscience de ces choses-là, tu te dis, au fait, ok, d'accord, donc en fait, c'est comme ça se passe comme ça, pas de souci. Et forcément, t'as des déceptions, tu vois des choses et tu te dis, ouais, ok, tranquille, c'est pas grave. Comment il se sent, Bayoussar, aujourd'hui? Aujourd'hui, il se sent bien, de manière générale, tant que la santé et que la famille, les proches sont là. Pour l'instant, je me sens bien. En tout cas, dans la vie privée. Dans la vie professionnelle, c'est un autre débat. Et à un moment, tu disais, tu as accompli tout ce que tu voulais accomplir. Si ça s'arrêtait aujourd'hui, il n'y aurait pas de regret parce que tu as vraiment fait tout ce que tu voulais faire. Question un tout petit peu tabou sans rentrer dans les chiffres. Est-ce que financièrement, quand on s'appelle Bayoussar, aujourd'hui, on peut se permettre de ne plus travailler? Ou est-ce que c'est dans notre imaginaire collectif à nous, on t'a vu faire des vidéos, on t'a vu dans des films, et on pense que tu es millionnaire alors que c'est loin de ça? Alors, je vais clarifier quelque chose parce que ça, c'est dans l'inconscient de tout le monde. C'est que quand quelqu'un fait de la télé, de la radio, même du foot, ça peut arriver, tu vois. Peu importe ce que tu fais, ça ne veut pas forcément dire que tu es exposé, que tu es riche. Et ça, c'est même pas une question qu'il y a. Enfin, tiens, cette question-là, on me l'a posée 1 milliard de fois. Forcément, t'es connu. T'as fait ci, t'as fait ça. Donc t'es riche. Non, t'es pas riche. T'es pas riche. C'est-à-dire que la complexité de ce game-là, en fait, qui fait que. En gros, t'as le statut d'intermittent, on va dire, dans tout ça. Mais si jamais tu ne travailles pas, t'as pas d'argent. Sauf si tu fais des petits trucs à gauche, à droite. On arrive toujours à bidouiller, on arrive toujours à faire quoi que ce soit. Mais je ne suis pas millionnaire. Je suis très très loin d'être millionnaire. Mais on travaille pour déjà, avant de vouloir être millionnaire, on travaille pour sa passion, pour ses propres projets, pour soi en fait, pour surtout rendre fiers les gens. Quand je te dis les gens, c'est ses proches, c'est sa famille, tu vois. Mais c'est pas si compliqué, enfin c'est pas si facile que ça, pardon, ce game-là. Ce game-là, il y a beaucoup d'embûches, il y a beaucoup de promesses. Je trouve ça très dommage, il y a beaucoup de promesses, il y a beaucoup de gens qui te promettent des choses. Combien de fois, moi, dans ma vie, on est venu me voir en me disant « T'as pas ci, t'as pas ça, vas-y, je vais te présenter tel ou tel. » Ok, pas de souci, grave, putain, t'es pas obligé en plus. J'attends encore. Et je te parle de ça, c'était il y a très longtemps. Comment t'expliques que dans ce game-là, t'as des gens qui sont très connus, qui arrivent même pas à finir les fins de mois? Parce que en gros, j'ai pas de problème avec les gens qui mettent toujours les mêmes personnes, parce que ces gens-là aussi, ils travaillent en fait. Mais il y a un roulement aussi, tu vois. T'as le droit. Moi, j'envie personne, vraiment personne. Chacun a son destin, chacun a son truc. Mais bizarrement, quand tu commences à avoir ce discours, tu commences à avoir l'étiquette du mec aigri. Alors, je trouve sauf aigri. Moi, je suis content pour les gens, tu vois. Quand il y a un projet, il y a un truc,
je suis content. Tu vois, je te connais pas, mais je suis content parce que t'arrives à faire ton truc, etc. Tu vois, faut être content pour les gens. Faut réussir à dire je suis content pour toi. Ça coûte rien, déjà de un. De deux, à toi ça te coûte rien. De deux, ça encourage la personne. Et de trois, tu sais pas ce que ça peut déclencher dans la tête de cette personne-là. Ça se trouve, ça va la pousser à faire plein d'autres choses. Et dans ce milieu-là, il y a très peu de bravo. Il y a plus de critiques que de bravo. Un bravo, ça te coûte rien aujourd'hui de dire bravo à quelqu'un. Je sais pas, je te vois, je te dis, bah écoute, franchement, bravo pour ce que tu fais. C'est lourd. Mais il y a pas beaucoup de bravo dur, là-dedans. Il y a plus de critiques de ah, t'as vu lui, il a fait ci, il a fait ça. Ah, mais vas-y, laisse tomber, il fait toujours la même chose. Non, même s'il fait la même chose, encourage-le, frère. Il est là comme toi, il a galéré, tu sais pas d'où il vient, tu sais pas quand il rentre chez lui, c'est comment. Tu sais pas s'il arrive à boucler les fins de mois, tu sais pas si dans sa famille tout se passe bien, s'il a pas des problèmes, tu vois. Donc encourage les gens là, du même titre que quand il y a quelqu'un qui va mal, aide-le, tu vois, ne serait-ce que même par 2-3 questions, tu vois. Est-ce que ça va vraiment? Est-ce que je peux t'aider? Est-ce que, tu vois, l'aide, c'est pas forcément financier, hein. Ouais, Le fait de discuter avec quelqu'un, ça peut aider, tu vois. Et dans ce game-là, il y a de ça. Alors que c'est un beau métier. Comme je t'ai dit la dernière fois, enfin tout à l'heure, ce métier-là, il est chambé. Je t'ai dit, tu vois les conditions de tournage, les trucs machin, tu dis, t'as envie de faire ça toute ta vie. Donc tu prends du plaisir et tu prends du kiff à le faire. Mais quand toi, t'es trop là-haut et tu kiffes et que t'arrives avec de l'enthousiasme de ouf et on te dit, non, attends, reste en bas là. Tu sais, ça te casse dans ton truc. Donc la chute, la chute, elle est violente, tu vois. Et c'est pour ça que, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure par rapport au parcours, etc., il faut pas lâcher l'affaire dans ce que tu veux faire. Il faut toujours faire ce que tu as envie de faire. Peu importe ce que les gens vont te dire, faut le faire. Il faut y aller, il faut aller au bout du truc. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant pis. Mais au moins, tu as essayé. Tu pourras pas te dire je l'ai pas fait, mais je pense que ça aurait pu marcher. Ben non, fais-le. Tu vois. Et fais jusqu'au bout. Va au bout du truc. Va jusqu'au moment où tu tapes le mur. Ça se trouve, tu vas le taper dans très longtemps, le mur. Mais si tu vas pas jusqu'au mur, tu pourras pas savoir. Tu vois. Donc, faut aller jusqu'au bout, faut tenter. Il y a des gens, ils sont très talentueux, surtout dans les quartiers. Aujourd'hui, quand tu regardes les quartiers, que ce soit des talents dans la musique, dans le foot, dans l'humour, dans l'acting, dans tout et n'importe quoi. Il y en a, ils font du... Regarde, il y a pas longtemps, j'ai vu un mec qui vient de Villemomble, il s'appelle Alan. Il vient de Villemomble, il a fini à la NASA, à Los Angeles. Et si lui, on lui avait dit non, va pas jusqu'au bout, et forcément, on lui a dit t'es un ouf. Mais il y a été, regarde, il est où là? Il est à la NASA. Tu vois, donc il y a plein de gens comme ça. Un Kylian Mbappé aujourd'hui, on lui aurait dit ouais, non, t'es bon, mais vas-y. Et ça se trouve, ça aurait pas été Kylian Mbappé aujourd'hui. Et il y en a plein des exemples comme lui, tu vois. Je vais peut-être loin dans ce que je dis, mais il y a plein d'exemples comme ça. Et il faut toujours soutenir. Ce qui revient au soutien. Faut soutenir les gens. Ça va pas, bah c'est pas grave. Si on tombe ensemble. Mais au moins, tranquille. Faut pas avoir de problème à féliciter les gens et dire bravo pour ce que tu fais. Fais-le. Ça te coûte rien. Ça te coûte rien du tout. Fais-le. Et tu verras que toi, tu te sentiras bien et tout le monde se sentira bien. Et c'est ce game-là, en général, il faut le faire. Il faut savoir s'entourer. Il faut savoir s'entourer des bonnes personnes. Et surtout, encore une fois, ne pas faire de vagues. Je reprends ce qu'avait dit mon père. Ne pas faire de vagues. Reste focus dans ton truc et tout va bien se passer. Le conseil, en tout cas, il est passé pour les jeunes. On va finir avec un petit jeu. Ouais. Je commence des phrases et tu dois les finir. Est-ce que c'est bon pour toi? Ok, vas-y. L'humour, pour moi, c'est... Un moteur. Je trouve que les humoristes d'aujourd'hui sont... De plus en plus talentueux. Être noir en France aujourd'hui, c'est... Toujours pareil. La religion, pour moi, c'est... Vital. Le plus dur quand on me reconnaît dans la rue, c'est... C'est de plus en plus sourire. On peut rire de tout sauf de... La religion. Le monde de la scène, c'est plein de... Plein de paillettes. Sans la rencontre de Florian, je serais... Peut-être routier encore. Le plus excitant quand on commence à tourner une vidéo, c'est... L'adrénaline. J'aimerais dire à François Hollande que... Merci pour tout. Merci pour moi. Le plus dur quand on est une personnalité publique, c'est... C'est les a priori. Le futur pour Bayoussar s'annonce...
Passionnant, j'espère. Si je devais utiliser 3 mots pour décrire mon état d'esprit à l'approche du Ramadan, je dirais... Piété, foi et sagesse. Mon interview du jour, elle s'est... Archi bien passé. Merci en tout cas à toi et bravo. Parce que tu le disais, c'est merci à important vous. de se dire bravo. Bravo pour ce que tu fais. Et moi, je trouve Merci. que Aziz, il me disait la même chose la semaine dernière quand je l'ai reçu. Ouais. C'est que... Il m'a dit beaucoup de bien d'ailleurs. Merci à lui Il parce m'a que dit c'était beaucoup très de bien passionnant de le recevoir ici. Et c'est ce qu'il me disait, c'est que vous avez, et pareil, Aboutal aussi me disait, il y a un peu ce syndrome de l'imposteur, on est là, Ah ouais, clairement. et il y a ce truc où les gens ils ne Très nous félicitent pas, mais franchement, soyez fiers de vous, vous êtes des moteurs, vraiment, moi je vous le dis, et c'est C'est pour ça gentil. que je voulais vous recevoir ici, vous êtes des moteurs pour les jeunes, on vous regarde et ça nous donne envie de réussir, comme tu le disais, tu viens de Montreuil, et aujourd'hui, t'as fait l'affiche du film Neissa Mère sa mère, Ouais. et pour nous c'est passionnant, on regarde ça et on se dit, ok, si eux, des Renois, des Rebeux, ils ont réussi en France, si eux, ils ont réussi à se mettre sur le devant de la scène, c'est que c'est possible C'est aussi vrai. pour nous. Donc, vraiment, soyez fiers de vous. Vous faites un travail vraiment exceptionnel. Et nous, on est très contents d'avoir des figures comme vous à travers lesquelles on peut s'identifier. Donc, merci. Et merci Merci à d'avoir toi. accepté. Avec plaisir. Et cette d'ailleurs, il y a un invitation. film dans lequel je suis qui sort le 20 mars là au cinéma. Qui s'appelle Karaoké, c'est avec Michel Larocque et Claudia Tagbo. On ira le voir Et avec. cette année aussi, j'ai fait un petit rôle dans la saison 2 de En place de Jean-Pascal Zadi. Parfait. On ira voir ça. Ça, c'est sur Netflix. Ok. En place, c'est. En place, c'est de Jean-Pascal Zadi. C'est le film. Où il devient président. La saison 1, elle est incroyable. La saison 2, elle est complètement. On a hâte de voir. Je savais pas qu'il y avait une saison 2, tu me l'apprends. Si, elle sort cette année là. Ça a été annoncé il y a pas longtemps justement. Top, il y avait la saison 2. on regardera ces deux-là. En plus, ça a l'air passionnant. Claudia Tagbo, très, très bon humoriste. Ouais, Donc, de ouf. au cinéma, Et je ça joue doit être son quelque frère chose. dedans. C'est top, on regardera Voilà. ça. Merci encore d'avoir Merci accepté à vous, mon interview. mon Paris FM. Ça- Merci ça- avec cravate bleue. C'est un plaisir. Merci à Jason Lindor qui était à la technique, assisté par Léonard. Merci à Jay qui était derrière les caméras. Merci à Maëva pour la communication. Cette émission, bien évidemment, elle est disponible sur toutes les plateformes légales de téléchargement de podcasts, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon maintenant, et j'en passe. Et bien évidemment, disponible sur YouTube. Passez une belle soirée et faites attention à vous. Paris FM